Bonjour à toutes et tous. Alors, je crois qu'il y a encore pas mal de scans à faire, mais le temps nous est compté, donc on ne va pas trop tarder à démarrer. Ravi de vous voir tous aujourd'hui et ravi de partager avec vous cette étude que nous, EY, avons montée et travaillée avec Xerfi et avec Flavien qui m'accompagne. Donc, pour ceux qui n'étaient pas forcément là l'année dernière ou qui ne nous connaissent pas, moi, je suis Laurence Leguet. Je suis donc 100% dédiée chez EY aux problématiques de sustainability que vous rencontrez tous les jours. Et pour faire très rapide, nous sommes aujourd'hui 250 consultants qui travaillons vos stratégies RSE, vos stratégies de décarbonation, vos risques climat, les produits, marques durables évidemment et supply chain et achats durables également, et évidemment toutes vos problématiques de reporting. Voilà pour faire très rapide. Et avec moi, Flavien. Bonjour à tous, Flavien Motero. Donc, je suis directeur d'études au sein de l'Institut Xerfi, qui réalise des études économiques et stratégiques depuis maintenant 30 ans. On réalise des études sur catalogue, sur l'ensemble des secteurs d'activité. On a développé aussi une activité sur demande, donc en collaboration, notamment donc, avec EY. Ici, donc, nous avons développé une étude sur le marketing, les pratiques, et donc qu'on va vous présenter maintenant. Et donc, vous l'avez compris, en fait, on va vous présenter les résultats de cette étude de manière assez rapide et efficace parce que tout l'intérêt pour nous, surtout quand on parle de sustainability, aujourd'hui, c'est de passer de la théorie à la pratique. Et donc, on accueillera Marguerite Laborde de chez Mustela et Katarzyna Wisniewska de Sephora pour une petite table ronde et c'est un ensemble de questions-réponses qui vont rebondir sur les résultats de cette étude. Alors pourquoi se poser la question du virage responsable des fonctions marketing et communication d'entreprise aujourd'hui ? Eh bien parce qu'en fait, vous avez déjà intégré pour de vrai ce virage responsable. De toute façon, vous n'avez pas le choix. L'urgence climatique, les médias, les attentes de vos clients, de vos consommateurs vous imposent, responsables marketing, de prendre en compte cette nouvelle dimension. Or, vous êtes au cœur de l'entreprise, en travaillant et en innovant sur les produits, en essayant de rencontrer correctement, évidemment, les attentes des clients et d'apporter un bénéfice, évidemment, par vos produits à leur vie au quotidien et par votre usage. Mais tout ça, évidemment, en tenant bien compte de la pérennité économique de vos modèles, qui sont un peu chahutés, évidemment, par l'ensemble de ces questions sustainability. Et aujourd'hui, il est absolument indispensable, du coup, d'introduire véritablement une contribution sociale sociétale, une sorte de mission de combat à l'ensemble de vos marques et du coup de l'incarner aussi véritablement dans vos produits. Cette transformation durable en fait de vos portefeuilles de produits, elle peut aller encore plus loin avec évidemment la réinvention des business models, et donc on en reparlera tout à l'heure, mais les nouveaux business models, évidemment, c'est la circularité, la réparabilité, c'est le changement d'usage, c'est service as a product, etc. Tout ça est absolument nécessaire, tout simplement parce que si on prend en fait l'impact actuel de l'entreprise, pris au sens large, eh bien en fait la transformation du produit fait un premier travail, mais qui ne va correspondre qu'à une partie de la diminution de cet impact. La transformation des business models doit compléter, et pour de vrai, on le voit lorsqu'on arrive à passer à l'échelle qu'effectivement, ça permet de continuer à diminuer en fait, cet impact de l'entreprise sur son environnement. Et qu'ensuite, effectivement, on a atteint un espèce de plancher et qu'il est difficile de descendre en dessous. Mais effectivement, il faut s'approcher de ce plancher qui reste compatible avec les limites planétaires. Et il est souvent plus bas que ce qu'on pense. Et donc, en fait, c'est toutes ces questions et toutes ces convictions en fait, qu'on partage lorsqu'on a pris conscience du changement climatique et des attentes de plus de durabilité d'un certain nombre de clients et de consommateurs qu'on a posé et qu'on se pose à travers notre étude. Donc oui, sur cette étude, on a voulu évaluer la maturité
direction marketing et communication. L'objectif, c'était d'avoir un peu un état des lieux, enfin, de manière un peu scientifique, posée, avec des chiffres vraiment établis dans le cadre d'une enquête vraiment aboutie, avec 3 phases dans cette enquête, juste pour vous présenter un peu la méthodologie. Une première phase quantitative, on a interviewé, on a réalisé une enquête auprès de 310 directeurs et responsables marketing, avec un questionnaire qui nous a permis d'avoir des réponses qui nous permettront de retrouver par la suite des éléments d'analyse qu'on a pu commencer à établir, qu'on va vous présenter. On a complété ce travail par une phase qualitative, des interviews, une dizaine d'interviews qui nous a permis de compléter un peu nos premiers résultats. Et l'objectif était d'avoir vraiment une vision scientifique. Donc, de notre donnée qualitative, on a eu un objectif d'avoir une vision globale de l'entreprise, des différentes entreprises. Donc, on a eu historiquement, le cœur de l'analyse était sur des acteurs plutôt B2C, avec donc le domaine de l'alimentaire, de l'habillement, et on a essayé de rétablir, de faire en place des quotas pour établir un peu ces statistiques et d'avoir une vision vraiment globale qui a été notre objectif, avec des données chiffrées, mais surtout la finalité, c'est de vous proposer des facteurs clés de succès au vu de cette analyse. Alors, venons-en justement aux chiffres et donc au fait, quel est le niveau d'engagement des responsables marketing aujourd'hui? La première bonne nouvelle, c'est que 65% des directions marketing ont enclenché une démarche de marketing durable ou de communication responsable dans les 12 derniers mois. Donc ça, on s'est dit, chouette. Bon, en vrai, ça veut quand même dire que 35% résistent encore à ce grand mouvement. Et parmi ces 65%, 68% constatent un impact positif sur l'image de marque de leurs produits. Et presque un tiers, 28%, constatent des retombées commerciales positives directement en chiffre d'affaires ou en part de marché. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais présenté il y a 2 ans une étude faite à l'époque avec IRI sur des données sorties de caisse. Et en fait, nous avions fait la démonstration que la présence de signes de durabilité directement au plus près de l'acte de vente faisait que les produits et marques qui portaient ces signes surperformaient leur marché. Donc voilà, alors il y avait différents niveaux de maturité, de durabilité. Là, on est complètement au global. Mais globalement, 65% de déjà engagés, c'est bien. Et 68% qui constatent un impact positif sur leur image de marque, c'est super. Alors, que faut-il faire pour dépasser ces fameux aussi 30%? C'est aussi les questions qu'on posera à nos invités tout à l'heure, pour avoir aussi des retombées commerciales positives et finalement transformer véritablement en donnant la part belle à cette offre-là par rapport à des offres classiques auprès de nos consommateurs. Alors, il en reste 65%, ça fait pas mal de monde, mais tout le monde n'a pas le même profil dans ces 65%. C'est ça, donc on a posé plus de 80 questions, donc on n'a pas le temps de tous vous représenter, mais on s'est aperçu que ce qui pouvait être intéressant, c'est de voir des profils types des directeurs marketing et des directrices marketing. Donc à partir de ces 80 questions, on a pris des questions clés qui nous ont permis de mettre en place des personae, des directeurs responsables marketing clés. Alors à vous de savoir dans laquelle vous pouvez vous estimer aujourd'hui. Voilà le résultat qu'on a pu avoir. On a donc 35% de résistants. Ce sont des personnes qui n'ont strictement rien fait au niveau du marketing durable. On leur pose la question, avez-vous effectué des actions de marketing durable? Non, il y en a quand même 35%, une part qui peut être assez importante. Ensuite, on a 15% qui sont les conformistes. Ces personnes ont mis en place des actions marketing, ils nous répondent à cette question-là. Ensuite, on peut voir par rapport aux questions un peu leur spécificité. L'objectif de ces conformistes, c'est vraiment se mettre en conformité avec la réglementation. On est un peu sur le minimum syndical, on pourrait dire. On va dire qu'ils sont conscients de la problématique. Il faut agir. La
l'aspect réglementaire les incite et ils commencent à se mettre en place. Ensuite, on a 15% qu'on a qualifié d'enthousiastes. Les enthousiastes, pour le critère de différenciation a été depuis quand ils ont lancé une action de marketing digital, marketing durable, pardon. Et cette action de marketing durable date de post-Covid. Ça veut dire que c'est des personnes qui se sont lancées dernièrement, qui sont vraiment avec une envie d'engager leur entreprise et qui ont une envie de transformer et de s'engager, qui est intéressant. Toutefois, on veut alerter pour ces enthousiastes, c'est qu'on a d'autres profils par la suite. Ces enthousiastes, ils sont sur le début du chemin. Et il y en a qui sont plus avancés, donc ceux qui ont des actions depuis plus longtemps, donc c'est nos 3 dernières catégories. On a pu en distinguer. On a d'un côté des déçus. Et vous pouvez voir, il y a quand même 10% d'acteurs, de directeurs ou directrices marketing qui se considèrent comme déçus. Déçus, c'est-à-dire que le critère, ça a été qu'ils n'ont pas vu de retour sur investissement de leur action. Retour sur investissement, soit en termes de gain de part de marché, gain de chiffre d'affaires, d'amélioration, d'image de marque ou de recrutement. Quand même 10% qui sont dans ce cas-là. Intéressant pour voir ce profil-là. On leur demande, on essaie de voir quelle est la raison pour laquelle ils sont déçus. La raison, c'est qu'ils ont du mal à engager l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils se trouvent un peu seuls dans cet engagement. Il y a un manque de soutien de la part de la direction et aussi de coopération avec les autres parties prenantes direction de l'entreprise. Ensuite, on a 2 catégories. Donc, on a 25% qui ont vraiment un retour sur investissement. Élément intéressant qui vous stimule à vous engager quand même. On a vraiment ce chiffre-là qui est intéressant à mettre en avant. Mais 25%, c'est beaucoup, et donc on a voulu un peu les distinguer. Et là, on voit 2 aspects. On a d'un côté des acteurs qui sont pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils ont un retour sur investissement, mais ça se joue sur des petites actions, et donc il n'y a pas vraiment d'engagement. Et on a 10% qui sont vraiment engagés. Et c'est ces 10% qu'on appelle exemplaires qui sont pour nous le profil type et qui nous permet de trouver les facteurs click succès d'une réussite de marketing durable. Alors effectivement, on le voit, en fait, 60%, ça fait pas mal de monde, mais avec un peu un éclatement des profils. Vous partagez tous la même motivation à ce moment-là, mais pas tous les mêmes résultats. Donc on s'est évidemment particulièrement intéressé aux pragmatiques, aux exemplaires, qui sont ceux en fait qui déclarent avoir le plus de retombées à la fois d'image, mais aussi de retombées commerciales positives. Et en fait, on en a dégagé 4 grands, on va dire, facteurs clés de succès pour aller directement sur les sujets qui nous intéressent et qui seront effectivement nos sujets aussi de débat avec Marguerite et Katarzyna. Le premier point, et c'est d'ailleurs celui qui pêche, on le voit chez les déçus, c'est en fait la collaboration avec les autres services de l'entreprise. Très clairement, aujourd'hui, 95% des exemplaires évaluent positivement leur relation avec les directions clés de l'entreprise, qui sont évidemment la direction RSE, mais aussi la R&D, la direction financière, et on ne vous les a pas toutes listées, mais arrive vraiment tout près derrière, évidemment, la direction commerciale et la direction générale. Donc 95% d'entre eux, la collaboration interne est vraiment absolument clé. Deuxième facteur clé de succès, en fait, c'est il faut bien un T0 pour commencer à progresser, en fait. Donc, il faut évaluer la durabilité de son offre de produits et de services. Et ça, l'évaluation, pour 76% des exemplaires, ils disent évaluer leur offre de produits d'un point de vue d'impact environnemental ou social. Et une grande partie d'entre eux le font avec un tiers indépendant. Donc ça leur permet d'ailleurs, vous le voyez tout de suite, si les résultats sont bons ou dès qu'il y a du progrès, de pouvoir communiquer de manière responsable avec l'avis d'un tiers indépendant. Et cette évaluation de T0 de portefeuille et donc au fur et à mesure, évidemment, le suivi de la performance qui va avec est absolument essentiel dans une démarche de marketing durable qui soit également sincère et responsable. Troisième facteur clé de succès, c'est qu'en fait, on le disait un peu déjà tout à l'heure, mais l'évaluation du portefeuille, c'est un point de départ. Il faut avoir de l'ambition. Et finalement, on l'a vu,
Si on veut attendre ce niveau minimum d'impact qui va respecter les limites planétaires, il faut transformer au-delà de son offre son business model. Et là, à nouveau, les exemplaires, donc ce groupe, on l'a vu, qui coche un peu toutes les cases. Les exemplaires sont 3 fois plus nombreux que la moyenne à avoir entrepris la création d'un produit plus responsable, avec en fait un changement de business model. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être de la réparabilité, ça peut être du service as a product, ça peut être du vrac, ça peut être plein de choses différentes. Évidemment, selon vos produits et services, il faut trouver ce qui vous convient le mieux, ce qui va vous différencier de votre concurrence, ce qui va valoriser votre ADN de marque, etc. etc. Et enfin, 4e clé du succès, en fait, c'est évidemment la communication. Mais en fait, dans la communication, c'est la désirabilité. C'est-à-dire que 20% aujourd'hui des responsables marketing disent prendre part à l'écriture de nouveaux récits, que ce soit sur des modes de vie plus durables, sur des exemples de consommation responsable, et sur en fait un point de vue positif sur comment est-ce qu'on évolue et qu'on change nos pratiques de consommation et nos usages de l'ensemble des produits qu'on consomme au quotidien. Donc, collaboration, évaluation, ambition et désirabilité, ça nous a semblé vraiment les 4 mots clés et les 4 facteurs clés de succès. Et donc, la conclusion, finalement, de cette étude. Donc, évidemment, là, on est allé extrêmement vite. L'idée, c'était surtout sur cette base chiffrée et sur vos réponses, en fait, presque 350 personnes interviewées, de pouvoir partager ça avec, avec Marguerite et Katarzyna, et donc un peu des exemples concrets. Et donc, c'est ça qui va me permettre de prendre place à vos côtés. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, merci à vous deux. Je pense que alors au-delà de vous présenter rapidement, je le disais, donc Marguerite, vous êtes directrice de la marque Mustela au niveau global et donc depuis plusieurs années aussi à la tête de cette évolution de la marque Mustela, on va en reparler. Et Katarzyna, responsable RSE, étant au niveau corporate que marketing, beaucoup d'interactions avec le service marketing également. Évidemment, ce qui nous a intéressés en vous rassemblant, c'est d'avoir à la fois des personnes qui mettent en marché un certain nombre de produits et puis aussi d'avoir Sephora qui est un distributeur, on va y revenir. La première question, j'allais dire pour moi, c'est la question de la prise de conscience. C'est-à-dire pourquoi en fait ? Pourquoi quand on a une marque patrimoniale comme Mustela, je sais pas, moi je pense que j'ai été élevée avec Mustela, donc j'ai un peu aussi élevé mes filles avec du Mustela. Donc voilà, ça fait longtemps. Pourquoi est-ce qu'on se dit qu'il faut transformer son offre vers plus de durabilité ? Je commence avec vous, Marguerite. Bonjour à tous. Oui, Mustela, c'est effectivement une marque, en tout cas, si elle est peut-être patrimoniale, mais en tout cas, elle a accompagné effectivement beaucoup de nourrissons. Donc, je pense que tout le monde pense à la bonne odeur de bébé. Donc, c'est une marque qui a maintenant près de 75 ans. On fait partie d'un groupe familial qui a un laboratoire de santé naturelle qui s'appelle Laboratoire Expansience. Et on est une marque qui est très internationale. On fait plus quasiment 80% de notre chiffre d'affaires à l'international. Donc, Mustela, en fait... par essence, on est quand même nativement responsable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est créé en tant que marque qui accompagne le soin dermocosmétique du nourrisson, on a une responsabilité quand même énorme de nous mettre sur le marché des produits pour lesquels on garantit une forme de sécurité. Donc ça fait partie de notre ADN, c'est sûr. Maintenant, on a eu un chemin quand même d'évolution depuis la création qui a abouti en 2018 à la certification B Corp. Et puis, on est aussi passé plus récemment par des process vraiment très transformateurs. Donc, je pense notamment au passage à Entreprises à mission en 2021 et à la participation à la Convention des entreprises pour le climat aussi, qu'on a faite à peu près au même moment. Donc, en fait, ces process, ils nous ont vraiment permis de pousser les curseurs beaucoup plus loin sur notre ambition, en prenant vraiment conscience que la transformation profonde de nos modèles opérationnels et modèles d'affaires n'est pas une option, en fait. Il y a vraiment une urgence à se transformer. Les entreprises vont
en fait, par leur modèle extractiviste, mettent en danger les écosystèmes sur lesquels elles reposent, enfin sur lesquels leur développement repose. Donc c'est vraiment un cercle vicieux dont il faut sortir. Et on a posé une feuille de route de transformation. Mais vous êtes allé assez vite jusqu'au produit quand même. Exactement. Et pour ça, on a posé cette feuille de route. On va dire il y a deux parties, je pense, dans cette feuille de route dont j'ai envie de parler par rapport à l'offre. La première, c'est vraiment l'engagement. Et tous ces engagements de feuille de route, ils sont à 2035-2040, avec évidemment des milestones d'ici là hyper précis et des KPI cibles. La première partie, elle est sur la réduction de notre impact au minimum incompressible. Donc, d'un point de vue produit, c'est vraiment l'éco-conception et la diminution de l'empreinte des produits et toute l'analyse du cycle de vie des produits. Donc ça passe principalement par deux aspects d'un point de vue produit. Le premier, c'est l'éco-conception et le renouvellement du portefeuille actuel. Donc ça veut dire qu'on renouvelle notre portefeuille en faisant des analyses de cycle de vie et en s'engageant à ne mettre sur le marché que des produits qui ont une meilleure empreinte que ce qui existait déjà dans notre portefeuille en termes de produits équivalents. Le deuxième aspect de ce volet-là, c'est la partie innovation. Donc c'est accompagner par l'innovation les changements d'usage. Donc ça veut dire qu'on va, en termes d'innovation, vraiment se mettre dans la logique de nous proposer des innovations qui vont aussi apporter de l'amélioration du point de vue analyse de cycle de vie. Donc par exemple, ça peut être des éco-recharges sur lesquelles on travaille activement et qui en même temps sont des changements de business model. Donc c'est là où c'est super intéressant, c'est que généralement, ce qui apporte du changement d'usage et de la circularité, il y a quand même un modèle d'affaires qui est différent à aller craquer aussi. Donc, je pense aux éco-recharges, je pense au vrac. On a lancé depuis 3 ans des stations de recharge en vrac en pharmacie. Je pense aussi au multi-usage. Donc là, par exemple, on réfléchit aussi beaucoup à soit sur des produits existants, aller élargir les usages en testant plus de choses pour se dire que en fait, on diminue le nombre de produits gâchés en sortie de la salle de bain dans les familles parce qu'un produit va pouvoir servir à plus de membres de la famille et autour de plus d'usages. Et on essaye aussi d'apporter de l'innovation là-dessus. Donc, rationalisation du portefeuille, éco-conception, évolution du modèle d'affaires. On a déjà quelques idées assez claires sur une stratégie de transformation durable produit, mais évidemment, pour tout ça, il faut embarquer notre consommateur. Et donc, entre vous et le consommateur, eh bien, il y a le distributeur. Alors, en l'occurrence, pour Mustela, pas forcément Sephora, mais pour Sephora, une vraie question sur ses propres produits et sur les grandes marques que vous distribuez. C'est quoi les motivations et finalement, c'est quoi le rôle d'un distributeur dans cette consommation plus durable ? C'est qu'on partage certainement, c'est que l'offre est au cœur de la question. Pour un distributeur qui effectivement n'a pas forcément, sauf pour la marque propre, de la prise sur le produit directement, la façon dont ça s'est déroulé est assez simple. C'est les clients qui nous ont mis d'accord sur les priorisations de la démarche. Tout le monde était d'accord qu'il fallait bouger sur la question. Chacun y allait de sa propre petite idée comment. Et on a commencé, franchement, mon premier budget RSE est allé dans une très grosse étude pour comprendre de quoi un consommateur Sephora, que ce soit en Turquie, en Arabie Saoudite ou en France, a en tête quand on se parle de la consommation responsable. Et ce n'est pas le sujet du jour, mais la préoccupation principale, en tout cas sur la beauté prestige, donc le segment où on est présent, était extrêmement tournée vers l'inclusivité et la diversité de l'offre, qui était vraiment le sujet numéro 1 apparu. Et j'en parle parce que j'aime bien, quand on se parle de la RSE, quand même, qu'on soit quand même un peu inclusif aussi dans notre façon de penser à la responsabilité. Bien évidemment, après, toutes les problématiques liées à la formulation, aux ingrédients controversés, à la santé de la personne. Troisième, bien avant le packaging et l'emballage sur emballage, préoccupation des consommateurs est venue du bien-être animal. Donc vraiment un autre sujet qu'on n'avait pas forcément tous dans les radars.
Et donc, cette éco-responsabilité qui est le sujet clé dont on se parle aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste replacer ça dans le contexte parce que c'est important d'avoir tout ça en tête. Et c'est avec ça qu'on est réparti dans la réflexion de comment on va faire évoluer les sortiments et comment on va surtout aider à la fois les marques et les consommateurs pour s'y retrouver. Et c'est comme ça qu'en début des années 2020, on a lancé une forme de fléchage de l'offre par rapport aux produits qui correspondaient à ces attentes. Donc, que ce soit des produits véganes, produits naturels ou produits éco-conçus sur le point, soit sourcing des ingrédients ou les packaging. Donc, le programme s'appelait à l'époque Good For. Donc, on avait différentes vignettes qui étaient présentes à la fois en magasin et en digital, avec des animations, donc communication associée. Voilà en cette première partie des réponses. C'est vrai que du coup, c'est un double travail, à la fois, comme tu le dis, sur la partie amont de l'assortiment et puis aval de la valorisation des marques propres et des marques nationales. Alors maintenant, pour embarquer vraiment le client, il faut quand même lui expliquer 2-3 choses au passage. Et donc, on a tous en tête, et moi-même, dans la présentation rapide que je disais tout à l'heure, que du coup, il fallait diminuer notre impact, qu'il fallait changer nos modes de consommation, consommer moins, mais mieux. La rationalisation du portefeuille nous dit ça également. C'est des termes quand même qui sont relativement dans le négatif, entre guillemets. Et donc, pour vraiment embarquer le client et le consommateur, après avoir fait un peu la démonstration de cette évolution de l'offre, il y a un vrai sujet finalement de nouveaux récits à mettre en place, en fait. Donc, Marguerite, comment est-ce que... voilà, alors, la marque Mustela, elle est, j'allais dire, naturellement positive. Elle arrive à un moment de bonheur dans les familles. Enfin, il y a beaucoup de choses qui la mettent plutôt du côté de la vie, de la belle vie. Comment est-ce que, du coup, on fait passer ces messages? C'est quoi ces nouveaux récits aujourd'hui? Et j'entends bien le discours au niveau corporate, mais vraiment au niveau de la marque elle-même. Ouais. C'est vrai que la posture des marketeurs et des communicants, on est convaincus, nous, qu'elle doit évoluer. Déjà, assumer quand même aussi sa part de responsabilité aujourd'hui dans les logiques de croissance volumique, hein. Mais aussi se dire qu'on a du coup les clés pour en sortir et pour passer à l'action. Donc, nous, notre conviction, c'est que le marketing, la responsabilité du marketing là-dedans, c'est déjà de bien utiliser son budget. En fait, avec du budget marketing, on peut faire plein de choses finalement. Donc, notamment, nous, on s'est donné la mission en tant que marque d'aider les parents à élever des enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé. Voilà, ça c'est notre mission de marque. Et donc, elle nous sert vraiment à passer au crible de cette mission toutes nos décisions et toutes nos actions. Et donc, on se dit que notre budget marketing, il doit servir à ça, en fait. Il doit nous aider à servir notre mission. Donc, il y a un premier volet, en fait, qui est déjà d'utiliser une partie de nos contenus et les récits qu'on produit sur de l'empowerment des parents et de l'aide concrète en fait dans leur quotidien. C'est-à-dire on se donne vraiment des objectifs de moyens sur le pourcentage de contenu qu'on met en ligne ou qu'on met à disposition des parents sur des contenus qui soient utiles dans leur quotidien, parce que certes c'est un moment de bonheur, c'est aussi un moment quand même de tension pour beaucoup de familles où on se pose beaucoup de questions, on est soumis à beaucoup d'injonctions et les parents ils ont besoin d'aide en fait à ce moment-là. Donc on a ce premier volet-là qui est, on va dire, presque plus social, comme tu le disais tout à l'heure, et sur lequel on se donne une responsabilité. Après, la deuxième partie, c'est d'utiliser ce budget aussi pour contribuer à orienter les ventes sur les produits qui sont les plus responsables, en fait. Donc, on se donne des objectifs de moyens aussi là-dessus, en ayant vraiment flagué dans notre portefeuille quels sont les produits les plus ou moins utiles pour les parents et qui ont le plus ou moins d'impact sur la planète. Ceux qui sont à la fois le plus utiles et puis qui ont le moins d'impact, c'est clairement ceux sur lesquels il faut investir. Donc on a aussi cette logique-là en fait, de passage à l'action. Et puis après, plus pour parler des contenus et de la façon dont on en parle, nous, on est
assez convaincus que, en tant que marque, on est quand même là pour accompagner le changement d'usage de notre client, l'aider à passer à l'action et surtout pas être moralisateur. Donc, on se donne vraiment comme guideline, dans la tonalité de ce qu'on raconte, d'être transparent, d'être humble et de montrer que nous aussi, on a du chemin à faire, en fait, parce que toute cette transformation, on n'en est qu'au début. Donc, en fait, on est un peu dans le même bateau que notre client et on a envie de le faire avec lui. Donc, si je prends un exemple concret, ça peut être celui du lancement du shampoing solide qu'on a lancé récemment. En fait, comment on l'a lancé? On s'est dit, on va faire une campagne un peu différente avec de la pédagogie. Au lieu de faire une grosse campagne avec un film, etc., on a fait un magazine en fait sur comment intégrer un shampoing solide dans sa routine quotidienne. Un magazine qui avait une tonalité aussi assez fun et légère, parce qu'on se dit que l'humour, c'est quand même aussi probablement un des meilleurs leviers émotionnels pour aider à passer à l'action. Donc on a fait ça dans certains côtés, sur la partie pédagogique, et puis sur la partie expérimentation, passage à l'action, on a utilisé des influenceurs, enfin en tout cas des leaders d'opinion d'une façon un peu différente, c'est-à-dire au lieu de faire la promotion de ce shampoing, on leur a demandé d'engager leur communauté en montrant c'était quoi une semaine de zéro déchet en fait, qu'est-ce que ça représentait, c'était quoi les difficultés, qu'est-ce qu'ils avaient expérimenté en fait dans ce passage à l'action pour derrière embarquer leur communauté. Donc des beaux exemples et de l'humour, hein, du coup, pour essayer de remettre à la bonne place du coup, ces changements à effectuer au quotidien pour l'ensemble des consommateurs. Alors chez Sephora, il faut embarquer tout le monde. Et en tant que distributeur, il faut évidemment embarquer le client. Mais pour pouvoir embarquer le client, il faut embarquer toute la chaîne. Et il y a du monde finalement entre le client et le produit. Tout à fait. Il y a au moins trois grands champs de réflexion qu'on prend en compte quand on parle de la communication. Là, pour les coups, premièrement, les équipes, et que ce soit bien sûr les équipes marketing, mais surtout et avant tout nos équipes en magasin. Rien qu'en France, on a 5000 collaborateurs, donc vraiment, dans plus de 300 magasins, c'est clé. La transformation ne passe pas sans ces volets finalement de formation et de sensibilisation des équipes. Il y a deuxièmement nos marques. Il y a vraiment le besoin de nous quand on a commencé à constituer le portfolio des produits plus responsables. On a fait 3 choses. Donc, on a transformé notre propre marque. On a invité des nouvelles marques dans notre portefeuille et on a accompagné celles qui étaient toujours là vers les changements. On est presque à créer, on est sur le point de créer une plateforme qui aide aussi les marques dans cette transformation. Donc, il y a beaucoup de communication qui est pédagogique, mais qui est aussi indispensable pour embarquer nos propres partenaires dans cette démarche. Et puis enfin, bien sûr, les consommateurs. Et là, il y a eu plusieurs réflexions. Il y a eu premièrement l'idée, c'est pas toujours évident et peut-être pas toujours la meilleure solution d'embarquer un nouveau budget pour parler de ces démarches. Finalement, on s'est dit comment on pourrait utiliser les grands temps forts de l'enseigne pour déjà en parler. Et j'adore l'exemple de Saint-Valentin de cette année. C'est les grands moments parfums pour tous les distributeurs beauté. Et en fait, on a fait le choix de mettre en avant les recherches parfums, y compris sur quand vous rentriez chez Sephora, avec que des recherches qui étaient en fait visibles en magasin. Et finalement, du point de vue marketing, c'était un vrai changement de mindset. C'est-à-dire, ah oui, on peut parler de Saint-Valentin avec... on n'a pas besoin de faire un mois de recharge ou une semaine zéro déchet, etc. Ça y est, c'est dans le business tel qu'on brasse tous les jours. Et ça, je trouvais ça hyper puissant. Et puis, il y a effectivement... j'aime beaucoup aussi cette idée de la pédagogie. Il y a des changements où c'est pas à pas, on prend les gens
par la main. Donc, les réseaux sociaux sont très, très faciles pour donner justement les contenus fans qui incitent à quelque chose de l'adoption d'un produit solide. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui... c'est pas forcément tout de suite ce qu'on appelle dans la communication les 360, c'est qu'on parle à tous les publics avec les mêmes thématiques. On peut être plus captif sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, il y a un sujet qui est hyper intéressant, qui est connecter cette communication à un autre sujet marketing très important qui est CRM et la fidélisation. Donc, on travaille sur la possibilité finalement de donner des points ou autre type de récompense à nos consommateurs quand ils font le choix responsable. Ça, c'est une piste qui est aujourd'hui plus qu'en pilote. Avec les CRM qui permet aujourd'hui une plus fine personnalisation, on peut savoir que si quelqu'un a acheté une recharge, alors peut-être il sera intéressé de découvrir la nouvelle offre parfum en fontaine ressourçable. Donc, il y a ce jeu-là qui commence à se composer dans les bonnes pratiques. Ça, je pense qu'effectivement, la CRM, c'est vraiment important d'insister dessus. Je pense que c'est un relationnel que vous avez avec l'ensemble de vos clients, une base de données incroyable, du coup, qui est un vrai vecteur aussi, effectivement, d'incitation et de transformation. Alors, merci. On a quand même finalement réévoqué nos quatre grands sujets de collaboration entre différents services, d'évaluation, de communication positive, bien sûr, et puis d'ambition. Alors, du coup, en termes d'ambition, j'allais dire, là, quelques minutes pour laisser peut-être la place à quelques questions ensuite. C'est quoi les nouveaux défis qui arrivent là, dans les 2-3 ans, là, pour la marque Mustela et pour Sephora? Alors nous, effectivement, maintenant, on a posé nos objectifs à 2035-2040. Par exemple, en 2035, on a l'objectif de tendre vers le zéro déchet en ayant 100% de notre offre en vrac, en solide ou en recharge. Donc maintenant, notre défi, c'est précisément celui qu'on évoque. Hein, c'est vraiment d'embarquer nos clients, les parents, avec nous. Donc là-dessus, on va vraiment, je pense... mettre l'accent sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment arriver à mieux lier nos investissements avec le mix produit et celui vers lequel on veut le faire tendre, en fait. Ça, c'est hyper important. Et puis, le deuxième enjeu, c'est aussi parce que finalement, dans cette stratégie d'un marketing de l'utilité, on a... qu'est-ce qu'on fait finalement des offres qui sont moins utiles ou qui ne sont pas compliantes aussi avec nos objectifs, en fait. Et donc, on est dans une logique aussi de renoncement. Donc, il y a une partie du portefeuille dont on va se séparer forcément à moyen terme. Si je prends un exemple, c'est celui par exemple des lingettes. On a fait le choix de sortir de la catégorie lingettes, par exemple. Les catégories lingettes, c'est un énorme pollueur à usage unique aujourd'hui sur le marché. Et pourtant, en termes d'utilité, ça, on ne peut pas dire ça plaît et c'est plutôt assez utile. Mais c'est vrai que les lingettes hygiéniques, c'est une catégorie qui est plutôt en forte croissance. Mais nous, étant donné notre mission de marque, aider les parents à élever des enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé, on se dit que en fait, c'est pas possible. On ne peut pas garder cette catégorie-là dans notre portefeuille avec cette mission de marque. Donc, on a fait ce choix. Maintenant, on se laisse le temps de la sortie. Et c'est ça aussi l'enjeu des prochaines années. Parce qu'au niveau mondial, ce n'est pas forcément un poids énorme dans notre chiffre d'affaires. Pour certaines filiales, ça l'est, notamment en France et en Italie. Donc, on a la logique de comment on accompagne ces pays-là à sortir de la dépendance, puisque c'est en 2027 qu'on arrête. Comment on construit de la valeur ailleurs. Et donc, ça reboucle avec le sujet d'aussi flécher ses investissements là où il faut, désinvestir de certaines catégories. Et comment on accompagne les parents aussi. Parce qu'en fait, le jour où on sort de la catégorie lingette, il y a quand même un enjeu à ce que nos clients n'achètent juste pas les lingettes concurrentes. Parce qu'en fait, ce sera un transfert d'impact et on aura échoué finalement sur l'embarquement du client final avec nous. Donc, on est dans toutes ces logiques-là. C'est un de nos enjeux des prochaines années aussi. Ouais. Des choix courageux encore. Et chez Sephora, les défis? On est au croisé des différents défis, des différentes marques, des différentes catégories de produits. Aujourd'hui,
je pense que, et tu as mis les mots dessus, c'est-à-dire ces consensus entre ce qu'on sait pour de vrai, ce qu'on ne sait pas encore. Je prends l'exemple des emballages aujourd'hui, entre comment va évoluer les portefeuilles, entre les réchages, les refills en magasin, et la consigne, par exemple. Quelles sont les vraies solutions qui vont être adoptées massivement? Donc, il y a encore une incertitude sur qu'est-ce qui va réellement faire le changement. Donc, il faut qu'on compose avec ça. Il faut qu'on teste. Ce qui va marcher en Allemagne n'est pas forcément la réponse en Turquie. Enfin, donc, il y a ces grands enjeux. Comment on localise les initiatives et comment on les adopte justement sur l'échelle d'un continent, voire dans le monde. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui une grosse problématique. Deuxième problématique, on y a touché un tout petit peu, vraiment comment... moi, je prends le plaisir, en ce moment, je forme toutes les équipes marketing à la communication responsable. Ça va quand c'est le siège. Quand j'ai 5000 personnes en magasin et qu'ils ont à peu près 7 minutes par semaine pour la formation, voilà, c'est vraiment un énorme défi. Et franchement, je les sens, c'est que si ces gens-là ne sont pas avec nous, ça va être très, très compliqué. Et puis peut-être aussi, comment, dans un monde qu'on sent aujourd'hui vulnérable, compliqué, préoccupant, voilà, comment on injecte de la joie dans tout ça, en fait. Comment on fait que les gens kiffent d'échanger, d'agir, d'aller un peu, voilà, oh là là, il faut encore se restreindre, c'est catastrophe. Enfin, c'est un vrai, c'est une vraie dimension quand on se parle de marketing, parce que ce sont des gens qui carburent au plaisir de faire ce qu'ils font. Ouais, et je voulais juste rajouter un élément qui va dans ton sens, qui n'est pas forcément un défi, mais plutôt un enjeu et probablement un début de solution, qui est pour moi le sujet de la coopération aussi au sein d'un même secteur. On a expérimenté ça notamment sur le vrac en pharmacie en créant une station de recharge multimarque pour laquelle on s'est allié avec des concurrents directs en fait, pour laisser plus de place à cette initiative en pharmacie et du coup la rendre plus visible et embarquer plus de clients aussi dans le changement d'usage. Et moi, je crois beaucoup à la coopération intersectorielle. Je pense qu'en fait, ensemble, on ira plus vite sur ces enjeux-là et aussi, enfin, les enjeux d'innovation, déjà, tout simplement, de trouver les solutions, mais aussi d'embarquer les clients. Donc, c'est un appel à coopération. Merci à toutes les deux pour vos témoignages concrets. Alors là, ça va être compliqué parce que nous sommes arrivés un peu au bout. Voilà, donc soit il y a une main qui se lève et je prends la première qui la lève le plus haut, soit on laisse tomber. Ah, tout au fond à droite. Alors levez-vous et parlez fort parce que le temps d'amener le truc, on va perdre trop de temps. Non, je ne peux pas dire qu'on s'est séparés à cause de ça. En revanche, il y a clairement, aujourd'hui, quand on évalue la performance d'une marque, et on en fait sortir à peu près 10% par an du portefeuille, le fait qu'ils ne sont pas capables de nous suivre, aujourd'hui 20% de notre assortiment est un attribut responsable, c'est pas négligeable. Donc c'est vrai que si la marque n'est présente aucun intérêt dans cette, ça va clairement la handicaper. Et après, à contrario, on a eu des super marques super responsables, on n'a pas réussi à les faire grandir dans l'assortiment. Ça peut arriver aussi. Eh bien, merci. Je vous promets aussi un jour une conférence sur la coopération intra- et intersectorielle parce que c'est un gros sujet, je pense, pour le marché et pour EY également. Merci et à bientôt.